À l'approche de l'élection présidentielle de 2024, les tensions s'intensifient et la Russie profite de la situation pour lancer des manœuvres tactiques secrètes contre les États-Unis. Après la détection d'un navire de classe Vishnu au large des côtes américaines, des rapports ont fait état d'un avion espion russe volant dangereusement près d'un porte-avions américain. Comment les États-Unis réagiront-ils à ces provocations audacieuses? Et dans quelle mesure les navires américains sont-ils équipés pour se défendre contre de telles menaces aériennes? Rejoignez-nous pour plonger dans les événements entourant l'avion espion russe de 300 millions de dollars et son vol audacieux au-dessus d'un porte-avions américain. Il n'est pas rare de trouver un avion espion russe autour de la base des États-Unis. Récemment, un haut responsable de la défense a révélé qu'un avion de surveillance russe avait survolé une base américaine en Syrie pendant une période prolongée un matin de vendredi, ce qui, selon eux, était une mission de collecte de renseignements. Le responsable a rapporté que l'avion Antonov An-30 volait régulièrement d'avant en arrière au-dessus de la garnison d'At-Tanf et de la zone environnante. Le responsable a également mentionné que les activités russes continuaient de les inquiéter fortement. Aucun avion américain n'a pu intercepter l'avion de surveillance russe à temps en raison de leur position à ce moment-là. Le responsable a expliqué que les États-Unis disposent de programmes de vol quotidiens en fonction du nombre de chasseurs disponibles, des ravitailleurs nécessaires pour les approvisionner en carburant et des activités en Syrie et en Irak. Ces programmes sont souvent modifiés pour éviter d'être prévisibles, de sorte que les Russes ne savaient pas à l'avance qu'il y avait un vide dans la couverture aérienne des États-Unis. Bien qu'il soit courant pour les États-Unis et la Russie de recueillir des renseignements sur l'autre, cet incident était notable, car il s'est produit directement au-dessus d'une base américaine. Le responsable a mentionné qu'il y avait eu de fortes protestations concernant la ligne de communication établie avec la Russie en Syrie, mais que la Russie les avait ignorées. Le responsable a ajouté qu'il est impossible de couvrir toutes les zones en même temps, de sorte que les modèles de vol varient intentionnellement chaque jour pour éviter la prévisibilité. C'était l'une de ces fois où il y avait un petit vide de couverture au-dessus de la garnison d'Al-Tanf, et il n'y avait pas eu assez de temps pour réagir et intercepter. Il pensait aussi que la Russie n'était pas consciente que les avions américains ne pouvaient pas répondre à temps, affirmant que c'était juste une coïncidence chanceuse pour la Russie. Récemment, plusieurs incidents ont attiré l'attention des forces américaines en Syrie. Le responsable a noté que les avions américains et russes devaient rester à environ 3000 marins l'un de l'autre, mais que l'avion russe était beaucoup plus proche. Le responsable a décrit cela comme étant peu professionnel, car cela violait les règles convenues pour l'aviation, bien que ce ne fût pas aussi imprévisible que certaines rencontres passées. Imaginez un scénario où un avion espion russe vole au-dessus de l'un des navires les plus puissants de la marine des États-Unis. Comment cet événement se déroulerait-il exactement? Ces navires ont-ils ce qu'il faut pour éliminer les menaces aériennes? Pour comprendre cette rencontre, il est important de comprendre la puissance des éléments impliqués. Le porte-avions américain est un symbole fort du pouvoir militaire des États-Unis. Ces navires massifs sont conçus pour montrer la force, maintenir la paix et gérer rapidement les menaces à travers le monde. Ils comptent des milliers de membres d'équipage et une aile aérienne capable d'atteindre des cibles éloignées. Ces porte-avions sont des machines incroyables, dotées de radars avancés, d'armements puissants et de la capacité de lancer et de récupérer différents types d'avions, allant des chasseurs aux drones. La classe USS Gerald R. Ford est le porte-avions le plus grand et le plus avancé du monde. Le navire de tête, l'USS Gerald R. Ford, a été mis en service en mai 2017 et a établi de nouvelles normes dans la guerre navale. Il mesure 337 mètres de long, 78 mètres de large et a un déplacement total de 100 000 tonnes. Le pont d'envol est large de 78 mètres et est équipé d'un système de lancement d'avions électromagnétiques et de dispositifs d'arrêt avancés. D'autre part, l'avion espion russe, également connu sous le nom d'avion de collecte de renseignements, est tout aussi important. Ces avions sont chargés d'équipements de surveillance avancés capables d'intercepter les communications, de suivre les mouvements et de collecter des données précieuses.
ils peuvent voler à haute altitude et sont remplis de capteurs, de caméras et d'autres outils de collecte d'informations. Le modèle exact de l'avion peut varier, mais les types courants incluent l'Ilyushin Il-20M ou le Tupolev Tu-200K14R, tous deux conçus pour la surveillance électronique et la reconnaissance. La technologie avancée à bord de ces avions leur permet de collecter une grande quantité d'informations, allant des signaux radars aux communications, offrant ainsi des aperçus importants des opérations ennemies. L'Ilyushin Il-20M est un avion de surveillance russe utilisé pour les renseignements électroniques et de communication. Développé à l'origine à partir du Il-18, il a effectué son premier vol en 1968 et était principalement exploité par la flotte ou le quartier général du district. Équipé de radars avancés, de caméras et d'antennes, l'Il-20M recueille et transmet des données de renseignement en temps réel. Quant au Tupolev Tu-2, également connu sous le nom de ANT-58 et ANT-103, il s'agissait d'un bombardier bimoteur soviétique utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Conçu pour des bombardements à grande vitesse, il pouvait emporter une charge de bombes importante et atteindre la vitesse d'un chasseur monoplace. Développé pour rivaliser avec le Junkers Ju-88 allemand, le Tu-2 a été produit dans diverses versions, y compris des modèles torpilleurs, intercepteurs et de reconnaissance. Il a joué un rôle crucial lors des offensives finales de l'Armée rouge. Malgré l'arrestation de son concepteur, Andrei Tupolev, l'avion a été développé et produit en série, avec un total de 2460 unités construites d'ici 1952. Au fil des années, ces avions ont effectué de nombreuses missions de reconnaissance, y compris près de l'espace aérien turc et estonien, ce qui a conduit plusieurs avions de chasse de l'OTAN à les intercepter. L'avion a été mis à jour, et l'Il-20PP est une version récente capable de brouiller les systèmes modernes. En 2018, un missile syrien a accidentellement abattu un Il-20M. Pourquoi un avion espion russe volerait-il près d'un porte-avions américain? Quels sont les enjeux et que peut gagner ou perdre chaque camp? La réponse réside dans le jeu en cours de renseignement et de contre-renseignement entre les deux nations. Les deux pays cherchent toujours à en savoir plus sur les capacités et les intentions de l'autre. Pour la Russie, voler près d'un porte-avions américain peut fournir des informations précieuses sur ses mouvements, ses opérations et les signaux qu'il émet. Pour les États-Unis, suivre un avion espion peut révéler les techniques et la technologie utilisées par le renseignement russe, offrant des aperçus sur leur focalisation et leur stratégie. T-Out commence par un point sur le radar. L'opérateur radar à bord du porte-avions remarque un avion inconnu pénétrant dans leur périmètre extérieur. Cette zone est surveillée de près et s'étend sur des centaines de kilomètres depuis le porte-avions pour repérer toute menace à un stade précoce. L'opérateur voit l'avion à l'écran, mais il ne sait pas encore ce que c'est. Suivant sa formation, l'opérateur applique un protocole précis pour évaluer et réagir à la menace potentielle. Lorsqu'un avion non identifié est détecté, l'opérateur tente d'abord de l'identifier en vérifiant son code de transpondeur. S'il n'y en a pas, cela constitue un signe d'alerte. L'opérateur informe rapidement la chaîne de commandement. Le capitaine est prévenu et des décisions rapides sont prises. Des jets sont lancés et les systèmes de défense passent en état d'alerte maximum. Les escorteurs du porte-avions, tels que les destroyers et les croiseurs, prennent leur position, prêts à répondre à toute menace. La tension monte alors que l'équipage se prépare à une possible confrontation. La salle de radar est en effervescence. Les techniciens et les analystes travaillent ensemble pour suivre l'avion et recueillir un maximum d'informations. Ils utilisent des outils avancés pour analyser sa trajectoire, sa vitesse et son altitude, afin de déterminer ce qu'il pourrait être en train de faire. Pendant ce temps, le capitaine discute avec ses officiers supérieurs, envisageant les options et prenant des décisions importantes sur la manière de réagir. Alors que les jets américains décollent, l'avion espion russe continue de se rapprocher, soit sans se rendre compte de ce qui se passe en dessous, soit sans s'en soucier. C'est là que commence le véritable jeu de stratégie. Les pilotes de chasse reçoivent des instructions. Leur mission est d'identifier, de suivre et, si nécessaire, d'engager l'avion intrus.
Ils savent que leurs actions sont surveillées non seulement par leur propre commandement, mais aussi par les pilotes russes et les officiers du renseignement à bord de l'avion espion. Une fois les jets en l'air, ils se dirigent vers l'avion entrant. Leur mission, selon les rapports, est d'identifier, de suivre et, si nécessaire, d'engager. Lors de l'approche, ils confirment visuellement l'identité de l'avion comme étant un avion espion russe. La tâche principale des pilotes de chasse était de s'approcher suffisamment pour identifier visuellement l'avion et montrer clairement aux Russes qu'ils avaient été repérés. Cela a été décrit comme un jeu de va-et-vient où l'avion russe savait qu'il était surveillé, tandis que les jets américains s'assuraient que les Russes savaient qu'ils étaient eux aussi surveillés. L'intention était d'envoyer un message clair. L'avion russe était apparemment équipé de technologies avancées pour collecter des informations sur les mouvements du porte-avions, les signaux de communication et d'autres détails opérationnels. Les jets américains, en volant à proximité, envoyaient le message qu'ils étaient prêts à agir si nécessaire. Les pilotes auraient maintenu une formation rapprochée avec l'avion espion, utilisant leur système de communication pour transmettre des mises à jour en temps réel au porte-avions, aidant l'équipage à comprendre les intentions potentielles de l'avion espion. Il a été noté que de telles rencontres étaient plus courantes qu'on ne le croyait généralement, faisant partie d'une stratégie plus large connue sous le nom de démonstration de force. Tant les États-Unis que la Russie auraient des protocoles pour gérer ces situations, visant à recueillir des renseignements et à montrer leur puissance sans provoquer d'escalade des tensions. Les règles d'engagement étaient claires. Les jets américains devaient suivre l'avion espion, le maintenant à une distance où il ne pouvait pas recueillir trop d'informations, mais suffisamment près pour l'empêcher de représenter une menace immédiate. Ces rencontres étaient décrites comme un équilibre délicat entre démontrer la puissance militaire et éviter le conflit ouvert. Les règles d'engagement sont conçues pour éviter que les situations ne se transforment en conflits graves, mais les risques restent toujours importants. Les deux camps comprennent l'importance de rester maître de la situation et d'éviter les accidents ou les malentendus. Les pilotes de la marine américaine sont hautement formés pour ces scénarios, veillant à pouvoir réagir rapidement et efficacement si l'avion espion effectue des manœuvres imprévisibles. Ces rencontres ne sont pas des événements isolés. Elles font partie d'une stratégie géopolitique plus vaste. Elles permettent aux nations de recueillir des renseignements, de tester les réponses de l'autre et d'envoyer des messages politiques. Lorsqu'un avion espion russe vole près d'un porte-avions américain, il s'agit de recueillir des informations et de faire une déclaration. La Russie montre sa présence et les États-Unis montrent qu'ils sont prêts à défendre leurs actifs. Chaque rencontre teste la force, les compétences et la préparation des deux côtés, chacun cherchant à obtenir un avantage. Les données collectées par l'avion espion russe l'aident à mieux comprendre les opérations militaires américaines, tandis que les États-Unis apprennent des méthodes de surveillance russes. Ce processus continu de collecte et d'analyse d'informations aide les deux pays à améliorer leur stratégie pour les futures rencontres. À l'intérieur du porte-avions lors d'une telle rencontre, l'équipage travaille ensemble comme une machine bien huilée. Chacun, des opérateurs radars à l'équipage du pont d'envol, connaît son rôle et est formé pour agir sous pression. Le pont d'envol est en effervescence, tandis que les jets sont préparés pour le décollage et que les pilotes se préparent à d'éventuelles missions de combat. En dessous du pont, les officiers du renseignement analysent les données et les équipes de communication veillent à ce que les lignes de commandement soient sécurisées et efficaces. Le porte-avions fonctionne comme une ville autosuffisante en mer, capable d'opérer pendant de longues périodes sans soutien extérieur. La coordination nécessaire pour lancer et récupérer des jets, gérer le radar et la surveillance, et maintenir la communication avec les autres navires du groupe est énorme, et chaque membre de l'équipage joue un rôle crucial dans le bon fonctionnement du porte-avions. Alors que les jets américains continuent de suivre l'avion espion russe, une série de mouvements stratégiques se déroule. L'objectif est de faire reculer l'avion sans provoquer de conflit direct. La présence des jets américains agit comme un avertissement. L'avion russe sait qu'il est surveillé et tout mouvement agressif serait rapidement rencontré par une réponse. En général, cela suffit à les faire rebrousser chemin
Et finalement, l'avion russe se retire, sa mission incomplète. Les jets américains retournent au porte-avions et la menace immédiate est terminée, mais l'équipage reste vigilant pour tout autre incident. La dissuasion réussie de l'avion espion montre la formation, la préparation et la planification stratégique de la marine américaine. Chaque membre de l'équipage a contribué à la sécurité et à la protection du porte-avions et de sa mission. Chaque rencontre est une expérience d'apprentissage. Ces jeux de chat et de souris à haut enjeu rappellent l'équilibre délicat du pouvoir dans le monde moderne. Ils mettent en valeur le professionnalisme et la préparation de la marine américaine et soulignent la vigilance constante nécessaire pour maintenir la sécurité en eau internationale. Ces rencontres testent non seulement la technologie et les tactiques, mais aussi l'habileté et le jugement humain. Les opérateurs radars, les pilotes et les officiers du renseignement impliqués sont des professionnels hautement formés, mais ce sont aussi des individus avec leurs propres histoires et motivations. Par exemple, l'opérateur radar qui a repéré pour la première fois l'avion espion pourrait être un jeune marin tout juste sorti de formation, confronté à son premier défi réel. Sa capacité à rester calme et à suivre les procédures est cruciale. Ou pensez au pilote principal de la mission d'interception, un aviateur chevronné avec des milliers d'heures de vol qui doit prendre des décisions rapides pouvant avoir des conséquences importantes. Ces individus sont soutenus par une infrastructure vaste et complexe. Les équipes de maintenance qui maintiennent les jets prêts à décoller à tout moment, les logisticiens qui gèrent les approvisionnements pour maintenir le porte-avions opérationnel et le personnel médical qui est prêt à toute éventualité. Chacun de ces rôles est essentiel au bon fonctionnement du porte-avions et à la sécurité de son équipage. Après la rencontre, le processus de débriefing commence. Les pilotes et les opérateurs radars examinent leurs actions, discutant de ce qui s'est bien passé et de ce qui pourrait être amélioré. Cet apprentissage continu garantit que l'équipage est toujours prêt pour le prochain défi. Les données recueillies lors de la rencontre sont soigneusement analysées. Les officiers du renseignement recherchent des modèles afin de comprendre les objectifs plus larges de la mission russe. Ces informations sont ajoutées au réseau de renseignement plus large, où elles se combinent avec les données d'autres sources pour créer une image complète des activités et des intentions russes. En même temps, des canaux diplomatiques sont utilisés. La rencontre est signalée au commandement supérieur et aux dirigeants politiques qui utilisent ces informations pour orienter leurs décisions et leurs plans. Parfois, des protestations diplomatiques sont formulées et des discussions ont lieu pour éviter des incidents similaires à l'avenir. Même si la menace immédiate est passée, la situation globale reste pertinente. La rencontre met en évidence les tensions persistantes entre les grandes puissances et la nécessité de rester prêt et vigilant. Elle montre l'importance d'investir continuellement dans la formation, la technologie et la coopération internationale pour éviter que ces situations ne dégénèrent en conflit. Alors, que se passe-t-il lorsqu'un avion espion russe vole près d'un porte-avions américain? Un mélange de stratégie, de technologie et de compétences humaines entre en jeu. C'est une situation à haut risque où chaque action est soigneusement réfléchie, avec des implications mondiales. Ces rencontres nous rappellent l'équilibre délicat du pouvoir et la nécessité d'une vigilance constante pour le maintenir. À mesure que la technologie progresse et que les tensions géopolitiques évoluent, le rôle de ces forces navales reste crucial. Pour rester en avance dans le Pacifique et maintenir ses navires opérationnels, la marine investit massivement dans une technologie qui reste insaisissable depuis des décennies, les lasers. Les avantages potentiels sont énormes. Les lasers, alimentés par de grandes sources d'énergie telles que les réacteurs nucléaires des porte-avions de classe Ford, peuvent tirer à la vitesse de la lumière, les rendant capables de contrer des armes hypersoniques. Ils peuvent également se recharger rapidement pour se défendre contre des essaims de drones et ne nécessitent pas de munitions, offrant aux navires une capacité de tir quasi illimitée. C'est l'objectif de la marine, du moins. Récemment, des entrepreneurs de la défense ont testé des lasers de faible puissance, l'un d'eux abattant même un drone plus tôt cette année. Cependant, un laser totalement fiable et assez puissant pour arrêter des missiles hypersoniques
reste encore à des années d'existence. Malgré cela, le Pentagone a confiance dans la technologie, au point de suspendre la recherche sur deux autres armes prometteuses, les canons électromagnétiques et les projectiles guidés lancés par des canons qui visaient également à défendre la flotte contre les menaces modernes. Avec ces projets en pause, la question est désormais de savoir si la marine peut développer cette technologie laser suffisamment rapidement pour contrer les menaces avant qu'il ne soit trop tard. L'arme sur laquelle les États-Unis travaillent sera une arme à micro-ondes à haute puissance, ou arme HPM. Elle utilise des impulsions d'énergie micro-ondes pour perturber ou détruire l'électronique des systèmes ennemis. Cette technologie devrait être installée sur les navires d'ici 2026 et utilisera l'énergie électromagnétique pour endommager ou perturber l'électronique ennemie. Elle est en cours de développement parce qu'elle est abordable, rapide à utiliser et couvre une grande zone. Ce système sera la première arme à micro-ondes à haute puissance de la marine, un type d'arme à énergie dirigée que l'armée, la marine et l'armée de l'air développent pour combattre les systèmes aériens sans pilote à faible coût. Contrairement aux autres armes à énergie dirigée utilisées par la marine, le prototype Météore fonctionnera différemment. Au lieu d'utiliser un faisceau lumineux concentré, il utilisera l'énergie micro-ondes pour endommager l'électronique de ses cibles. La marine pense que cette approche sera efficace contre les missiles balistiques anti-navires, tels que ceux utilisés par l'armée chinoise. L'arme HPM présente de grands avantages par rapport aux autres types d'armes. Contrairement au laser, une arme HPM peut produire une gamme d'effets, allant de brouillage mineur à des dommages plus graves, en fonction des besoins. Les marins peuvent utiliser l'arme HPM pour effectuer des attaques plus contrôlées que celles réalisées avec des armes traditionnelles. Certains systèmes HPM peuvent couvrir une zone plus large que les lasers, ce qui les rend plus adaptés pour cibler rapidement plusieurs menaces, comme des essaims de drones. Une fois qu'elle est suffisamment puissante, cette nouvelle arme pourrait devenir le choix principal de la marine pour faire face aux missiles avancés de la Chine. Les faisceaux d'une arme HPM se déplacent à la vitesse de la lumière, rendant presque impossible pour les missiles chinois de les dépasser ou de les manœuvrer. Ils seraient dans un nuage de leur propre fumée avant même de pouvoir identifier la source de la chaleur. Comme les autres armes à énergie dirigée, une arme HPM offre également l'avantage d'une réserve presque illimitée. Contrairement aux armes cinétiques traditionnelles, les armes HPM n'ont pas besoin d'être rechargées physiquement avec des munitions. Elles peuvent théoriquement continuer à tirer tant qu'elles sont reliées à une source d'alimentation. Merci de votre attention. Tant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien qui apparaît à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt!